Bienvenue à tous. Nous célébrions au tout début de ce mois de décembre la journée mondiale de lutte contre le sida, une date cruciale pour sensibiliser et agir contre cette pandémie mondiale. Jusqu'au premier semestre 2023, l'Algérie comptait près de 19 000 porteurs du VIH-sida, selon les chiffres communiqués cette semaine par le ministre de la Santé. Dans le monde, pas moins de 39 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le VIH-sida, dont 30 millions à peu près reçoivent un traitement, alors que les décès ont reculé de 69% depuis 2004, selon les données de l'ONU-SIDA. Et bien que nous demeurions loin de l'objectif ambitieux de l'OMS, à savoir mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030, le succès reste possible si les financements sont disponibles. Nous parlons donc de prévention dans cette émission. Alors comment contracte-t-on le VIH? Quelle est l'importance du dépistage et du diagnostic précoce dans cette maladie? Quel rôle doit jouer la société civile dans la prévention et dans la lutte contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH? Voilà en gros la thématique que je vous propose ce soir. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir ce soir une habituée de l'émission, professeur Achour Nessima. Bonsoir. Bonsoir Madame Sharif, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes infectiologue, chef de service à l'hôpital Al-Qatar à Alger. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Bouzroub Selima. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'être parmi vous. Vous êtes responsable du laboratoire national de référence SIDA à l'IPA, l'Institut Pasteur d'Algérie. Et puis j'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Hayat Bouchaïb. Vous êtes infectiologue, vous êtes chef d'unité SIDA à l'hôpital de Tizi Ouzou. Bonsoir. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est un plaisir à partager. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis, enfin, on a le grand plaisir également de recevoir Madame Linda Mahiddine. Vous représentez ce soir l'association AIDS Algérie, une association de sensibilisation. Et donc, vous êtes là aussi pour porter un peu la voix des malades atteints de VIH-Sida. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous tous donc, de venir sensibiliser autour de cette thématique dont nous n'en parlons pas assez. Le leadership citoyen pour un monde SIDA, c'est la thématique retenue cette année pour célébrer la journée de lutte contre cette maladie. C'est pour dire l'importance de l'engagement individuel et la contribution de la société civile pour la lutte contre la stigmatisation, mais aussi les préjugés associés à cette maladie. Madame Haïdine, est-ce que l'Algérien aujourd'hui se sent impliqué? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérien, en gros, ne pense plus finalement que le SIDA ou le VIH ne touche que les autres? Effectivement, il y a une amélioration dans le sens où les gens sont plus réceptifs au niveau. On travaille principalement avec des jeunes. Donc, au niveau des sites universitaires, les gens acceptent de nous accompagner pour aller effectuer des dépistages médicalisés, on précise. Et donc, ils sont plus réceptifs au message. Mais cela dit que par rapport à la stigmatisation, il y a encore un travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. On pense que c'est toujours une maladie mortelle, dans le sens où il y en a beaucoup. Le souci, c'est qu'il y en a beaucoup qui viennent, du moment qu'on les détecte, c'est dans un état avancé, c'est à un stade avancé. Donc c'est pour ça qu'on fait des campagnes de sensibilisation pour le dépistage, justement, pour promouvoir le dépistage, pour pouvoir détecter des cas précoces, pour qu'on puisse faire un accompagnement médical. Oui, je disais en préambule que la mortalité due au VIH-Sida a été réduite considérablement. Le chiffre est édifiant, à peu près 69%, voire 70% donc, depuis 2004. On parle également de 10% de réduction du nombre de mortalités en Algérie. Mais est-ce qu'on a finalement réussi à réduire les contaminations pour autant? Alors, au cours de ces dernières années, on a pu constater des avancées majeures en matière de recherche, en matière de VIH. Nous disposons actuellement plus que jamais d'outils hautement efficaces pour traiter, pour prévenir, pour dépister, pour soigner. Mais nous déplorons encore effectivement de nouveaux cas. C'est vrai que le nombre de décès a nettement diminué grâce au traitement antirétroviral. Oui, mais oui, c'est ça. Mais les nouveaux cas continuent à apparaître pour la simple raison que, en matière de prévention, nous n'avons pas encore réussi à mettre en pratique, parce que quand on parle de programme de prévention sur le papier, ça peut sembler simple, mais quand on passe à la vie réelle, c'est un peu plus compliqué, parce que là,
la prévention, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'actions à faire. Ça passe par le dépistage notamment, qui est d'ailleurs la pierre angulaire de la prévention. Et aujourd'hui, on n'arrive pas encore à dépister suffisamment. C'est le dépistage qui est la clé pour pouvoir enrayer la dynamique de cette épidémie. Et à ce jour, en tout cas, nous n'arrivons pas à réaliser un dépistage comme on le voudrait. Et on va peut-être certainement parler du dépistage de la prévention de la transmission mère-enfant. La femme enceinte, la transmission de la prévention de la transmission mère-enfant devait être une grande réussite parce que le dépistage... On va y revenir. Professeur Bouchaïb, c'est un point qu'on développera plus tard. Alors, il faut dire quand même, professeur Achour, aujourd'hui, qu'aucun pays au monde n'a réussi à baisser les contaminations. Hein. C'est pas uniquement en Algérie, c'est une problématique qui voilà, de par le monde. De par le monde, effectivement, la pandémie de la Covid-19 a lourdement impacté la prise en charge. Donc, de par le monde, on a tous remarqué qu'on a raté, qu'il y a eu beaucoup d'opportunités de dépistage et de diagnostic qu'on a manqué. Et là, on essaye de rattraper, mais le fait est là, il y a énormément de nouveaux cas. Alors c'est quoi le problème aussi? Alors il y a la pandémie, mais par ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas aussi que ça peut être dû à une baisse de vigilance, à un problème aussi de prévention? Peut-être qu'on n'arrive pas finalement à toucher les populations à risque. Le cas en Algérie, parce que la maladie circule surtout, on va le voir peut-être tout à l'heure, la maladie ou le virus circule surtout au sein de certaines catégories de la société. Est-ce que peut-être parce que le discours de pédagogie n'atteint pas ces gens-là aussi? Peut-être oui, il n'y a pas eu assez de sensibilisation et ce sont des populations à risque. On doit travailler aussi bien dans les populations clés à haut risque que dans la population générale. Parce que cette population clé, elle converge toujours vers la générale. Elle est en contact. Voilà. Donc le risque est double, d'où l'intérêt de toucher les deux types de populations. Mais investir encore beaucoup plus dans cette population clé, donc les personnes les plus vulnérables, qui sont les plus stigmatisées. Et c'est pour ça qu'il y a un recul dans les prises en charge et les dépistages plus précoces. Oui, absolument. Il ne faut pas exclure ces populations parce que, comme vous le disiez à l'instant, ce sont des populations qui sont en contact avec la population générale. Professeur Boudrouk, beaucoup de personnes vivent avec le VIH sans le savoir. On parle à peu près d'une personne sur 4 qui serait porteuse du virus sans le savoir et elle dissémine malheureusement le virus, d'où l'importance de se faire dépister. Est-ce que les Algériens vont spontanément se faire dépister ? Alors, vous l'avez bien dit, le dépistage est une étape très importante dans le diagnostic de cette infection VIH. C'est important de savoir que le dépistage est la première étape du diagnostic. Pour dire que la personne est infectée, il faut une étape de dépistage, suivie ensuite d'une étape de confirmation. Et donc, beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont porteuses de ce virus. Pourquoi ? Parce que, d'abord, quand ils prennent le risque, ou quand il y a un comportement à risque, qu'est-ce qu'ils font ? Soit ils ne vont pas se faire dépister, soit ils vont vers le laboratoire pour le dépistage, mais un taux vraiment précoce. Parce qu'ils ne savent pas, comme ils ne sont pas du corps médical, ils ne savent pas que le virus, une fois qu'il pénètre dans l'organisme, il y a une certaine période qu'on appelle la période de fenêtre sérologique. C'est un délai où l'organisme va synthétiser ces anticorps qui sont détectés dans l'étape de dépistage. Ces anticorps, ils apparaissent que 15 à 21 jours après. Ce qui fait que donc la personne, quand elle prend un risque, par exemple, si elle va le lendemain ou 3 jours après, au laboratoire, ils vont trouver négatif. Oui, absolument. Donc, ce croyant négatif... On a vu ça aussi avec la Covid. On peut faire un parallèle justement avec la contamination de la Covid. Les sérologies n'étaient efficaces que quelques jours après. Exact, c'est différent. Dans l'infection VIH, le virus, quand il pénètre dans l'organisme, le système immunitaire va mettre un peu de temps pour synthétiser ces anticorps qui seront détectables donc, dans un laboratoire. C'est important que cette personne sache qu'il faut un délai à respecter. Il est de combien ? C'est-à-dire après la prise de risque, par exemple, il faudra combien de temps ? Alors, vous avez 2 situations. Vous avez la fenêtre virologique où le virus lui-même, il apparaît au 10e jour après la prise de risque. Et vous avez la fenêtre sérologique qui va de 15 à 21 jours. Donc, si, par exemple, la personne se voit, par exemple, si elle est suspecte, par exemple, s'il y a un doute, l'idéal, c'est de rechercher le virus.
Et ça se fait dans les laboratoires, à l'Institut Pasteur, par la mesure de la charge virale. Comme ça, on va rechercher l'ARN qui est dans l'organisme à partir du 10e jour. Par contre, si la personne, si par exemple, elle veut si on veut rechercher les anticorps, donc le diagnostic sérologique, là, on est obligé d'attendre 3 semaines, 15 à 20 jours. Oui, mais qui doit communiquer sur ça en réalité, professeur? Alors, parce que dans la réalité, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Par exemple, on va voir tout de suite d'ailleurs avec Madame Mahiddine que ça ne se passe pas comme ça. Eux, ils sont habitués à des dépistages justement toute l'année pour pouvoir justement faire des dépistages pour la population générale, mais en réalité, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Parce qu'il faut savoir que le dépistage, il peut se faire volontairement, c'est-à-dire que c'est la personne qui a des doutes, elle va elle-même dans un laboratoire privé ou public. Demandant un bilan. Ça représente combien? Je suis curieuse de savoir la part des personnes qui vont volontairement se faire dépister. Ça représentera pas important. C'est pas important malheureusement. L'essentiel, c'est qu'ils y vont. Mais ce qu'on a constaté, c'est que quand il y a des journées de sensibilisation, comme la journée mondiale du sida, eh bien, on reçoit des personnes qui viennent volontairement. Ça, c'est suite aux médias, justement. Et ça, c'est un message, justement, qu'on fait passer à ces jeunes. Donc, ils viennent volontairement à l'Institut Pasteur ou dans les labos privés pour se faire dépister. Et malheureusement, il y a certains qui ne disent pas la vérité au chef du laboratoire. Ça reste un grand tabou. Ça reste un tabou. Et quand ils ne disent pas qu'ils ont pris un risque, ce qui fait que le laboratoire, quand il va faire sa sérologie, il va la trouver négative. Parce qu'il est dans la fenêtre sérologique. C'est pour ça que moi, mon message que je veux faire passer, c'est que quand il y a une prise de risque, c'est important de dire la vérité au médecin ou bien au chef de laboratoire qui vous fait l'analyse. Il y a le dépistage qui se fait... Excusez-moi, mais est-ce qu'il ne serait pas, parce que là, on parle quand même d'un grand tabou quand on parle d'une prise de risque ou d'une relation sexuelle, c'est un grand tabou chez nous. Est-ce que ce n'est pas aussi aux professionnels de poser des questions quand on va faire une prise de sang? Tout à fait. C'est très important que le professionnel de santé sache justement que pour cette infection, il y a un délai. Absolument. Voilà. Suite, par exemple, à certains signes cliniques qui apparaissent ou suite à un comportement à risque, il est important de situer l'infection. Est-ce qu'on est vraiment au début de l'infection, c'est-à-dire en primo-infection, et c'est le médecin donc qui va prescrire soit une charge virale, si la prise de risque a été faite dans les 10 jours, soit une sérologie à la recherche des anticorps si la prise de risque a été... Absolument, c'est-à-dire la démarche est différente. La démarche est complètement différente. Madame Mahiddine, justement, j'aimerais vous faire réagir sur la même question. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, parce que j'avais... Est-ce que les Algériens vont volontairement se faire dépister? Je pense que vous allez me dire pas vraiment, parce que vous avez dit que la plupart arrivent quand même à un stade assez avancé. Oui, en fait, non, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui viennent volontairement. On va aller chercher ces personnes. C'est ça. Nous, on se déplace vers les personnes. On travaille aussi énormément avec les populations à risque. Ça se passe comment, concrètement? Alors, avec la population générale, avec les... Quand vous allez faire vos dépistages, ça se passe comment? Alors, avec la population générale, c'est des chapiteaux, des campagnes de sensibilisation. Ça se passe sur toute l'année ou ça se passe sur toute l'année au niveau du Maqam Shahid, au niveau du Sablet. C'est les endroits où on est le plus souvent. Ça se passe ailleurs aussi, pas uniquement à Alger, parce que vous êtes une association nationale quand même. Oui, bien sûr. Il y a aussi à Oran, il y a de la région du Sud aussi. Mais comme je suis... plus au nord. Voilà, comme moi, je travaille sur Alger, donc Oui, vous parlez d'Alger. Voilà, je parle d'Alger. Après, par rapport il y a par exemple les utilisateurs de drogues injectables, avec lesquels on a une toute autre démarche. Pour ces personnes, on doit partir vers eux, on doit les chercher, on doit se déplacer vers eux pour pouvoir les convaincre et pouvoir leur expliquer l'importance du dépistage. Qu'ils doivent... Professeur Bouchaïb, est-ce qu'il est exceptionnel aujourd'hui de traiter une personne dépistée puisqu'ils ne sont pas très nombreux finalement, les personnes qui vont se faire dépister? C'est-à-dire les gens arrivent à quel stade finalement? Alors oui, la plupart des patients que l'on traite et que l'on diagnostique, c'est à l'occasion soit de situations cliniques évocatrices de l'infection, ou alors ce sont des patients qui ont été au cours d'une exploration d'une maladie générale dépistés par les médecins traitants, ou alors à l'occasion d'un accident ou à l'occasion d'un don de sang. C'est ça la réalité. Ça, la réalité. Donc il est exceptionnel d'avoir quelqu'un qui arrive avec un dépistage fait volontairement. Oui, mais ça c'est un message justement peut-être à faire ce soir, dire qu'il faut se faire dépister. Je vais vous inviter justement à voir comment ça se passe concrètement. On va faire immersion dans le service de l'IPA, au laboratoire donc SIDA. C'est un reportage signé Raouf Hamouche, regardez.
Les premiers cas de VIH sont apparus en Algérie en 1985. La riposte nationale dans la lutte contre cette pathologie a permis de réaliser des progrès indéniables. Il faut savoir que l'Algérie reste un exemple à suivre au niveau du continent africain, eu égard à ses réalisations en matière d'infrastructures sanitaires. Parmi ces infrastructures, le laboratoire national de référence du VIH, érigé en 1994, c'est ici que sont confirmés les cas positifs recensés à l'échelle nationale. Tous les laboratoires d'analyse, qu'ils soient publics ou privés, envoient les cas suspects pour que le laboratoire confirme effectivement si c'est un cas séropositif. Alors, vous êtes dans l'unité mère principale du laboratoire de VIH, c'est l'unité de sérologie. C'est dans cette unité que se font les sérologies des patients qui viennent pour faire un dépistage de l'infection VIH, ou bien pour les patients qui ont fait un dépistage de l'infection VIH à l'extérieur, dans un laboratoire privé, une polyclinique, un hôpital, et pour qui le résultat est revenu douteux. Donc ils ont besoin d'une confirmation, ils nous envoient le prélèvement ou bien le médecin ou le laboratoire oriente le patient vers Pasteur, et c'est ici qu'on fait les différentes analyses pour voir, confirmer est-ce qu'effectivement le patient est positif ou bien non. Alors là nous sommes à la salle d'extraction, c'est là où le travail commence, c'est là où nous faisons l'extraction de l'ARN viral, pour pouvoir passer ensuite à des PCR et à d'autres manipulations beaucoup plus précises. Là, je suis en train de faire l'extraction de l'ARN viral, d'accord, l'ARN du VIH, pour ensuite passer à l'étape de la PCR où nous allons amplifier cet ARN et de pouvoir le détecter pour faire le test de résistance le test de résistance aux antirétroviraux et génotypage. Là, on est dans la salle de mix. C'est là où on prépare le mix pour les PCR. C'est beaucoup plus pour les PCR de séquençage. C'est là où on prépare les amorces, les enzymes. Et cette unité, elle est très importante parce que la préparation de mix, elle est primordiale. Le personnel, donc, chacun donc, a une activité bien précise, soit sérologie, soit biologie moléculaire. Et donc, nous veillons à ce que le diagnostic se fasse de façon précoce. Un suivi biologique de ces patients qui sont séropositifs. Nous avons aussi comme mission d'évaluer les réactifs de diagnostic et de dépistage. On évalue est-ce qu'ils sont performants ou pas, du point de vue qualité. Nous faisons aussi du contrôle qualité des dérivés sanguins que l'Agence nationale du sang nous envoie. Donc voilà, donc c'est des activités donc, de diagnostic. L'Algérie est classée par l'ONU-SIDA comme l'un des pays où l'épidémie est à faible prévalence. Selon les dernières statistiques de l'Institut Pasteur, le taux de personnes vivant avec le VIH est inférieur à 1%. Alors on a vu un peu comment ça se passe, hein, le séquençage et tout ce travail. Alors finalement, on fait combien, professeur Bouzrou, on fait combien de sérologie à peu près par an? Alors, l'Institut Pasteur reçoit à peu près entre 4500 et 5000 sérologies par an. Parce que comme c'est un laboratoire de référence, donc nous recevons des sérologies venant des externes, c'est-à-dire donc les personnes qui viennent par eux-mêmes. Et il y a aussi les sérologies de confirmation qui émanent des différents laboratoires publics et privés de toute attention de la qualité, justement, le point que vous avez relevé. Pour la confirmation. Absolument. Donc, voilà. Oui. Alors l'objectif final, professeur Arachour, et l'éradication, aujourd'hui on parlait depuis des années maintenant de l'éradication du VIH-Sida d'ici l'horizon 2030. On est loin de cet objectif, mais il y a des objectifs intermédiaires qui étaient tracés, alors qui sont notamment la suppression durable de la charge virale chez les personnes sous traitement, l'élargissement de l'offre du dépistage, et puis réduire la transmission mère-enfant. Où en est-on de ces objectifs aujourd'hui? Vous savez, jusqu'à 2019, on était bien parti. On avait pu atteindre jusqu'à les 53%, jusqu'à 57%. C'était l'un des objectifs. Oui. Et là, après, la pandémie, on a baissé, on est arrivé à 16%. Oui. Ça, on ne l'accepte pas. Donc, c'est pour ça que nous disons qu'il faut encore renforcer ce dépistage. Il faut vraiment renforcer par tous les moyens et toucher le plus de nombre possible
confrères pour dire qu'il faut le faire. Surtout, donc, le dépistage en prénuptial, au niveau des services de gynécologie dans le suivi, pour les femmes, dans les services de pédiatrie où souvent des enfants font des infections à répétition et on n'y pense pas. Donc, il faut y penser. Ça permettra peut-être de redresser un peu la barre et de savoir où est-ce qu'on en est. Parce que dépister demeurera pour nous le challenge. Oui. Si on arrive à le gagner, on aura gagné. Absolument, il faut rappeler que c'est très important parce que ça reste quand même une maladie incurable. Ça reste une maladie incurable, même si on vit bien avec ces traitements aujourd'hui. On fait tout pour améliorer, allonger de leur survie, améliorer leur mode de vie, de leur faciliter beaucoup de choses. C'est ça, on table sur ça. Les thérapeutiques sont là, c'est déjà quelque chose. En attendant qu'il y aura un vaccin, c'est déjà un gain. Maintenant, ce qui manque, c'est que les gens comprennent l'importance de prendre en charge. C'est une maladie comme toutes les autres maladies. Oui, faut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné. Hein. Ce n'est pas uniquement une certaine catégorie de la population, puisque c'est ça qui fait que les gens n'en parlent pas. Justement, est-ce qu'on en parle plus facilement aujourd'hui, le VIH-Sida ? Parmi la jeune génération, est-ce qu'on en parle plus facilement ? Est-ce que les gens sont un peu plus ouverts ? On en parle plus facilement, les gens sont plus réceptifs. Par exemple, par rapport au port du préservatif, ils sont plus réceptifs par rapport à ça. Il y a quelques années, c'était difficile de pouvoir en parler, de pouvoir en distribuer, c'était très difficile. Mais là, il y a quand même une certaine réceptivité. Oui. Vous avez organisé à l'occasion, vous allez me dire que vous le faites pendant toute l'année, mais à l'occasion aussi de ce mois de prévention, le mois de décembre, plusieurs journées de sensibilisation, des journées d'information, avec des dépistages anonymes, c'est ça ? Bien sûr, anonymes et confidentiels, et bien sûr avec la distribution des kits de prévention. Donc où il y aura des projections, des vidéos de sensibilisation, et aussi donc expliquer, parce qu'en fait le rôle de l'association, il y a les médecins qui parlent un langage médical. Donc nous, c'est de simplifier l'information. C'est une jonction en réalité entre les scientifiques et la population. Pour pouvoir éducateurs pairs, c'est le terme exact. Donc c'est dans ce sens, ils vont éduquer. Donc il y a un message à faire passer comme un enseignant. Il faut le simplifier pour qu'il arrive aux patients. Oui, c'est-à-dire vous faites un peu le lien entre le scientifique et la population, justement. Oui, absolument, clairement. Donc on est l'intermédiaire entre les deux. On arrive un peu à la partie pédagogique. Alors avant, on parlait, professeur Bouchaïb, on faisait le distinguo, j'ai envie de dire, entre une personne vivant avec le VIH ou une personne, ce qu'on appelait avant séropositif, et une personne vivant avec le SIDA. Aujourd'hui, on ne parle plus de personnes vivant avec le SIDA. L'appellation est la même pour tout le monde. Oui, c'est la personne vivant avec le VIH. C'est l'histoire naturelle de la maladie qui a donné cette appellation. En fait, le VIH, on le sait, c'est un virus, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. Il est programmé, c'est un virus très sophistiqué. Il est programmé pour détruire le système immunitaire, plus précisément les lymphocytes CD4. Donc une fois qu'il pénètre dans l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se multiplier, il va s'attaquer au système immunitaire. Seulement sur le plan clinique, les signes ne sont pas évidents. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la phase de primo-infection. C'est la première phase et le patient est infecté. Il porte déjà le nom de personne vivant avec le VIH. Oui. Donc les signes ne sont pas du tout spécifiques de l'infection. C'est comme une grippe, des maux de tête, une pharyngite, des boutons. Et donc, même le patient ne va pas se douter de l'infection, de l'étiologie. Sauf, même les professionnels d'ailleurs, parce que souvent on passe à côté d'une contamination. Je voulais justement venir à ce point-là, bien précis, parce que ce patient, s'il a pris un risque, il faut qu'il le dise. Et il faut d'abord qu'il comprenne. Parfois, on ne le sait pas. Il faut qu'il comprenne que lorsqu'il a pris un risque, que quand des signes aussi anodins apparaissent, c'est déjà des signes graves. Parce que lui, dans sa tête, le sida, c'est forcément grave, c'est forcément peut-être un coma, peut-être un... c'est comme ça que les gens pensent. Alors que non, au début de la maladie, c'est une infection, j'allais dire, banale. Mais c'est comme une grippe, en réalité. Absolument, absolument. Voilà. Et si le malade n'est pas... Bon, s'il est dépisté, tant mieux pour lui, parce que l'histoire s'arrête là. Et il portera toujours donc le nom d'une personne vivant avec le VIH. Mais là,
là, vous rejoignez un peu ce que disait tout à l'heure justement professeur Achour quand on a parlé du dépistage. Peut-être lancer un message pour les médecins généralistes, par exemple, qui eux aussi doivent penser à faire dépister les patients, à poser les bonnes questions aussi, parce qu'on n'y pense pas. Absolument. Oui. Et d'ailleurs, quand un médecin généraliste reçoit un patient avec de tels signes, il ne doit pas du tout prendre cela à la légère. Oui. Surtout quand il s'agit d'un patient jeune, voilà, voilà, donc avec un comportement à risque, etc. Je suis d'accord avec vous qu'il est parfois difficile de poser la question parce que le patient, c'est toujours tabou, il va pas. Mais le médecin, un bon médecin généraliste bien averti, trouvera toujours le moyen. Il devrait bien entendu. Poser la question. Et pardon, donc en dehors du traitement, il va évoluer. Donc l'infection va passer à la seconde phase, très schématiquement. C'est la phase la plus longue de la maladie. Alors le virus, cliniquement c'est silencieux, mais le virus continue à se répliquer et il y aura des signes au fur et à mesure que le système immunitaire s'affaiblit, voilà. Donc il y aura comme un amaigrissement, comme une diarrhée, mais toujours ça va prendre inquiétant. Ça va prendre plusieurs années. Hein. Ah oui, jusqu'à 10 ans parfois. Et le malade restera, à ce moment-là, il peut toujours transmettre le virus. Et s'il n'est toujours pas dépisté, vous voyez le temps que donne... On perd. Oui, le temps perdu. Et s'il n'est pas dépisté... On ne l'évoque pas, donc il y a une errance dans le diagnostic. Exactement. On pense à beaucoup d'autres pathologies, mais pas à la bonne. C'est pour ça que je parlais justement peut-être du rôle du médecin généraliste, mais pas seulement, hein, on peut parler d'autres spécialités. Le médecin généraliste particulièrement, parce que c'est eux qui sont en première ligne, devraient penser à faire dépister voilà, les patients. On fait des formations sur toute l'année, on essaie de former les généralistes dans ce sens, parce que tous les médecins, c'est facile de diagnostiquer un patient stade sida, parce que sida, c'est des infections opportunistes, tout le monde y pense. C'est pas à ce moment-là qu'il faut poser. Il faut poser le diagnostic. Là, déjà, c'est un échec thérapeutique quand on arrive au stade de sida. Pas toujours, non, pas toujours. Ça dépend, pas toujours. Alors, on a dit qu'aujourd'hui, on unifie l'appellation parce que on vit bien avec la maladie ou pour éviter la stigmatisation? Oui. Ils peuvent vivre, on a allongé la durée de vie de 20 à 25 ans. Nous avons une doyenne dans le service qui a plus de 85 ans. C'est quelque chose d'extraordinaire, vous savez. Et c'est une dame qui connaît très bien sa pathologie. Elle vient, elle dit, voilà, je dois faire mon check-up, je dois faire ceci, je dois faire ça. C'est agréable, elle a même une place. Ça, c'est très important dans le service. Elle sait il est où son lit, elle va d'elle-même. Même si elle a une malade, elle dit non, ça c'est ma chambre. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. C'est une dame d'un certain âge qui a accepté la chose et qui vit avec à l'aise. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que c'est tabou. C'est vrai que dans des familles, il y a le fait que ça soit, on ne peut le dire nous qu'aux malades. On le dit, professeur Achour, peut-être pour secouer un peu les consciences collectives, pour dire qu'aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Oui. C'est un grand tabou, mais ça reste une maladie de laquelle il faut en parler, justement. C'est comme ça qu'on s'inscrit sur un chemin de prise en charge. Vous savez, être malade, c'est tabou chez nous. Mais il y en a beaucoup des maladies. Absolument. On en a éradiqué certaines. Mais d'autres sont en train de revenir sous d'autres facettes, c'est bien ça. Hein? Donc, vous voyez, nous sommes dans une ère où il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir, qui vont prendre d'autres tableaux. Donc, à nous de faire attention, de faire de notre mieux pour se prémunir. Absolument. Voilà. Professeur Bouzroub, les traitements changent la vie aujourd'hui des personnes vivant avec le VIH? Certainement. On l'a bien vu durant le début de la pandémie, quand il n'y avait pas encore de traitement, les personnes mouraient en 5 ans. Absolument. Aujourd'hui, l'espérance de vie, donc, elle a été vraiment... ça c'est un message clé de l'émission. Hein. Tout à fait. Mais c'est important que le patient suive bien son traitement. Et qu'il prenne bien son traitement, qu'il soit bien observant pour justement, pour que ce traitement soit efficace. Comme le cas dont vient de parler justement Achour, la personne qui a 85 ans. Exact. Vous avez bien dit tout à l'heure, le gain qu'on a eu, c'est qu'on a fait baisser du taux de décès de 69%. C'est quelque chose, c'est déjà quelque chose, c'est-à-dire le traitement a donné. Et qui dit traitement, dit sensibilisation, dit un travail qu'il faut faire en amont. Et ça, c'est une obligation si on veut avoir des résultats. Il faut avoir les moyens et on aura les résultats. Bien sûr. Alors, professeur Bouchaïb, on parle toujours de population cible ou de population vulnérable, où on devrait finalement dépister tout le monde? Alors, c'est une excellente question. Est-ce qu'on doit finalement aller vers un dépistage ciblé ou pas?
Oui, bon, forcément, puisque ça dépend. En Algérie, oui, pourquoi? Parce que la prévalence, vous le disiez tout à l'heure, la prévalence du VIH est très faible en Algérie. Hein, dans la population générale. Oui, dans la population générale. 0,1%. C'est ça. Voilà. C'est presque, j'allais dire, rien comparativement à d'autres pays. Et c'est une épidémie particulière. Elle est peu évolutive, peu active, mais concentrée dans des populations clés, des populations vulnérables. C'est donc dans ces populations qu'il faut surtout dépister. La population générale également. Mais je crois que les efforts doivent être Qui sont ces gens-là, Madame Mahidine? Alors, c'est qui les populations qu'on doit cibler? Les populations clés, c'est inscrit dans le plan national stratégique, donc on collabore tous ensemble pour les atteindre. Il y a ce qu'on appelle les professionnels du sexe, il y a les HSS. Et leurs clients aussi. Ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Hein. Exactement. Ça fait partie de la population. Ça fait partie de la population générale. Exactement. Voilà. Les clients font partie ça, c'est de la population. Ça, c'est un point très important. Hein. Et aussi les utilisateurs de drogues injectables. Donc les HSH, les PS et les UDI. Donc ils sont inscrits sur le plan national stratégique et on doit impérativement toucher toutes ces personnes. Est-ce qu'on parle aussi des homosexuels? Bien sûr, les HSH aussi. Les HSH, c'est des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. D'accord. Alors, finalement, professeur Rachaud, c'est quoi les comportements à risque? On en parle depuis tout à l'heure. On dit les personnes ayant pris un comportement à risque devraient se faire dépister, faire attention. C'est quoi un comportement à risque? C'est avoir un rapport non protégé. Alors, ça peut être avec une femme, ça peut être avec un homme. Mais il y a une deuxième tendance de laquelle on ne parle pas, c'est qu'on peut avoir une personne qui les a aussi bien avec des femmes qu'avec des hommes. Donc, c'est ce qu'on appelle les bisexuels. Et ça existe. Donc là, si vous voulez, les trois conditions se voient chez nous. Un comportement à risque, c'est être un adepte aux drogues, donc être dans un état second, se droguer, avoir un comportement. Nous avons les professionnels du sexe, il y a des façons de faire également quand on ne se protège pas. Il y a les hommes avec les hommes. Vous pouvez faire une maladie comme une infection à VIH sans avoir rien fait pour l'attraper. Je vous donne un petit exemple que je donne tout le temps. Vous allez jeter vos poubelles. Vous passez à côté d'une poubelle où il y a des aiguilles et vous êtes touché. Et vous ne donnez pas cette importance à cette chose. Et vous découvrez par la suite, c'est que vous êtes contaminé. Au décours, lors d'un geste chirurgical ou lors d'un accouchement, on vous dépiste. Vous voyez, ça, c'est des risques. On n'y pense pas. Il n'y a pas uniquement ça, madame. Certains, il y a quelques années, si on remonte un peu en arrière, on pouvait aller se faire une extraction dentaire. Et c'était le même matériel qu'on utilisait pour tout, parce que nous n'avons pas, ils n'avaient pas des autoclaves dans leur cabinet. On pouvait aller chez le coiffeur. L'utilisation chez les coiffeuses des pinces à épiler, des matériels non stérilisés. Vous voyez? Donc, l'idéal, c'est d'avoir du matériel jetable. Un matériel pour une personne. C'est vrai que ça revient cher, mais ça minimise, ça fait gagner beaucoup. Absolument. Est-ce qu'on parle aussi des accidents professionnels? Oui. Ça peut représenter quand même une partie des personnes contaminées? Oui, ça représente, ça se voit dans les services à haut risque, ça se voit quand on reçoit un malade dans le cadre de l'urgence, on est pris par l'état du malade, quand il y a beaucoup de monde et quand on fait un prélèvement, on ne prend pas les mesures adéquates et on se touche avec l'aiguille, mais nous avons une réglementation pour ça. Dans l'immédiat, la déclaration est faite, dans l'immédiat, on reçoit le traitement. On dépiste et le malade, si on ne connaît pas son profil sérologique, et le contaminé également est dépisté. Et on a un mois de traitement et on surveille. Absolument. Alors, on a parlé du mode sexuel, qui représente quelque chose comme 90% de la contamination. Quels sont les autres modes de contamination aussi? Il y a la transmission sanguine et il y a également la transmission mère-enfant au cours de la grossesse. Ça, c'est important aussi. Et pendant l'allaitement. Voilà donc les modes de contamination. L'accouchement aussi, au moment Oui, pendant l'accouchement aussi, mais c'est surtout pendant la fin de la grossesse et aussi pendant la... Voilà pourquoi c'est important aussi de faire dépister justement les femmes enceintes. Alors,
Alors oui, là, je tiens vraiment à faire passer ce message. Le dépistage de la femme enceinte fait partie de la prévention de la transmission mère-enfant. Alors, la prévention de la transmission mère-enfant devrait être très simple. On parle de populations fragiles, vulnérables, qu'il faut aller chercher parce qu'ils sont cachés. La femme enceinte vient dans les structures de santé et elle nous offre plusieurs possibilités. Elle vient en prénuptial, elle vient avant la Pendant 9 mois, on la voit pendant 9 mois. Tout à fait. Mais gynécologie. si on la dépiste pas, ou si un confrère ne l'a pas dépistée au début de la grossesse, on peut se rattraper au cours du deuxième trimestre. Pourquoi on ne le fait pas? C'est un tabou, encore une fois. Alors, je vais me faire tirer dessus par Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est une méconnaissance des textes. Ou, voilà, certains gynécos le demandent quand même. Oui, non, on généralise surtout pas. Oui. Mais ce sont les malades, les patientes qui ne le font pas. À partir du moment où il y a encore des enfants aujourd'hui qui naissent et qui sont infectés par le VIH, alors que traiter une femme enceinte à n'importe quelle phase de sa grossesse permet de prévenir de manière considérable le risque de ça, c'est inacceptable. Oui. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'usage des préservatifs. Vous avez dit qu'aujourd'hui, on en parle plus facilement. Est-ce qu'on parle aussi de la faisabilité, de la prophylaxie pré-exposition en Algérie chez les travailleurs du sexe? Là, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué par rapport à la PrEP. C'est encore compliqué. Alors, ça crée déjà des ruptures de stock pour les malades. C'est le souci, c'est que... Alors, ça coûte cher, c'est ça? Non, c'est par rapport aux disponibilités du médicament. Oui. Alors, on a déjà énormément de malades. Là, peut-être madame va... Donc, on a énormément de malades. Donc là, c'est aller vers ça. Là, en ce moment, avec le PNS, c'est pas encore... Professeur Rachaud, sur la même question, la prophylaxie pré-exposition. Vous voulez parler de la prophylaxie pré-exposition. Vous savez, il y a une étude qui a été faite. Elle nous a un peu débouté vers... la non-acceptation. Il est vrai, vous savez, il faut prendre la chose de différentes façons. Nous, le corps médical, on sera pour, parce que ça nous permettra de prévenir d'une certaine manière. Ça ouvrira une porte à autre chose. Et c'est on a peur de la banalisation, en réalité. Voilà, et c'est de ça dont on a peur. Le port du préservatif, il reste obligatoire même avec la PrEP, parce qu'il protège uniquement contre le VIH, pas contre les hépatites. Donc ça crée... Et ces couples discordants, nous en avons énormément, madame. Nous les avons même entre hommes et femmes, donc de véritables. Nous avons beaucoup de malades qui nous suivent. Ça, c'est extraordinaire. Nous arrivons à les maintenir discordants et à avoir au moins 2 à 3 enfants sains. C'est-à-dire donc nous la pratiquons à notre manière, mais protégée. Oui. Voilà. Professeur Bouzroub, alors on parle depuis tout à l'heure du dépistage. L'objectif premier du dépistage, justement, c'est d'arriver à un diagnostic précoce. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la prise en charge, un diagnostic précoce? Écoutez, ça change beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, on va connaître le statut sérologique de cette personne. Si elle est négative, ça veut dire que c'est bon, elle est en bonne santé. Et si elle est positive, il faut passer à l'étape de confirmation qu'effectivement, ce dépistage est positif. Parce qu'il y a une chose aussi importante, c'est que ce n'est pas sur la base d'un seul test de dépistage qu'on va dire que la personne est infectée par le VIH. Ce n'est pas comme pour les autres infections. L'infection VIH requiert 3 tests de principes différents pour dire que la personne est porteuse de ce virus. Donc, quand on fait la première étape de dépistage, on dépiste précocement la maladie, l'infection, et donc on va éviter donc la transmission. Donc, c'est un moyen de prévention qui est, à mon avis, plus important. Et une fois dépisté, on va l'orienter donc vers un laboratoire pour faire le diagnostic. Ensuite, on l'orientera vers un service de maladies infectieuses pour une prise en charge. Donc l'étape de dépistage est cruciale pour moi, pour pouvoir prendre en charge précocement ce patient, éviter qu'il transmette le virus à d'autres personnes. C'est ça, en fait, l'idée est de prescrire un traitement le plus tôt possible pour arriver à une charge indétectable. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit? Oui, tout à fait. Oui. Charge virale, parce que un délai trop long, et les délais sont encore trop longs, malheureusement, de dépistage et de diagnostic, compromet de manière significative le contrôle de l'épidémie. Donc, le but, c'est de diminuer la charge virale. Ça veut dire ramener la quantité de virus dans le sang à un niveau presque zéro. À presque zéro.
Et donc, le patient, on contrôle le virus sans jamais le déloger parce que le traitement antirétroviral n'est pas curatif. N'est pas curatif, absolument. Mais il est aussi préventif. Donc, on a un intérêt individuel sur la santé du patient, mais aussi un intérêt collectif. Oui, ça c'est très la important. Santé publique. Absolument. Alors, dépistage, diagnostic et donc annonce de la maladie. Comment est-ce qu'on accepte finalement sa maladie quand on annonce à une personne Je vais vous reposer la question, professeur Acho. Est-ce que les gens sont dans le déni? Est-ce qu'ils acceptent? Est-ce qu'on parle un peu du tabou encore une fois? On a dit que les gens commencent plus ou moins à en parler. Est-ce qu'on accepte? C'est du cas par cas. Chaque personne, comment elle réagit. Alors, il y en a qui sont plus ou moins réceptifs. Donc, ils acceptent de venir. Mais à un autre stade, nous, on dit toujours que c'est douteux. Parce qu'il y a toujours une sérologie de confirmation. On doit toujours confirmer plusieurs fois avant d'annoncer une séropositivité. C'est-à-dire quand vous appelez une personne après un dépistage qui s'est avéré positif, comment vous l'appelez, vous dites quoi? On lui explique qu'on doit refaire le dépistage parce qu'on dit la vérité, mais vous dites on dit qu'il est douteux. On dit qu'il est douteux, mais on n'annonce pas une séropositivité à quelqu'un. Dans le sens où on doit d'abord confirmer. C'est une fois qu'on a la sérologie de confirmation, exactement. C'est une fois qu'on a la sérologie de confirmation, c'est là où justement on peut parler de séropositivité. Alors, sur combien de dépistages vous avez trouvé des possibilités par exemple, sur 10 dépistages, vous avez trouvé combien de personnes aujourd'hui? Vous avez fait des dépistages depuis le début du mois, vous en faites pendant toute l'année. Alors, en moyenne, par exemple, sur une centaine de dépistages, vous trouvez combien? Sur une centaine de dépistages, en moyenne. Quand on travaille avec les populations générales, population générale et population clé. Donc, on va dire 2 à 3 sur une centaine. Sur une centaine. Population clé, parce que population clé, elle est contrôlée. C'est ça, population clé. Voilà. Plus exact. Surtout population clé. Nous, ce qu'on cible, c'est surtout la population. Alors, acceptation de la maladie, déni ou pas? Parfois déni, oui. Mais il y a une erreur qui est commise souvent par les blouses blanches. Quand on reçoit le malade, quand nous avons nos résultats, nous devons d'abord expliquer la maladie, donner tous les points positifs, c'est-à-dire elle est contrôlable, elle a un traitement et quand on est surveillé, quand on est observant, on a un allongement. On ne donne que les points positifs. Je ne commence pas par les points négatifs, parce que là déjà il a le moral bas et je vais encore l'effondrer. Alors des fois quand il y a le déni, c'est beaucoup plus difficile. Alors quand il y a un déni, il faut le savoir que quand nous annonçons, il nous faut une psychologue avec nous. Parce qu'il y a un relais, il y a un jeu qui se fait entre le médecin et la psychologue. Moi, j'annonce, après avoir expliqué, et le suivi doit être fait. Et on doit expliquer, plus vite on commence le traitement, mieux c'est pour lui et pour nous. La précocité est un gain dans sa prise en charge. Mais on peut, même en expliquant l'enjeu de la thérapeutique, l'urgence de commencer un traitement, les gens quand même peuvent disparaître pendant des mois, voire des années. Effectivement, nous avons eu des cas comme ça. Mais ce que nous faisons, quand nous remplissons un imprimé qui est anonyme, nous avons des coordonnées. Nous attendons le temps qu'il accepte et nous l'appelons. Nous lui demandons de ses nouvelles. Nous lui montrons que nous nous intéressons à lui. C'est-à-dire, maintenant, c'est nous qui allons vers lui pour essayer de le ramener dans le système de la prise en charge. C'est pas facile, des fois ça demande beaucoup, d'où l'intérêt de la sensibilisation. Oui. Alors, il y a un autre problème aussi, peut-être, qui fait que les gens acceptent difficilement cette maladie, la stigmatisation. Comment vit-on aujourd'hui en Algérie? C'est la avec malinformation, le VIH? tout simplement. La stigmatisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne VIH positive, c'est une maladie transmissible et non pas contagieuse. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Et donc, serrer la main à un VIH positif ou lui faire la bise ou dire bonjour, Voilà. C'est pas ça qui va nous rendre malades pour autant. Vous avez compris, quand on vous dit, on lui explique. Absolument. Il ne doit pas être mis à l'écart. Il n'est pas à l'écart, c'est une maladie. C'est un acteur, finalement, le patient doit être un acteur. Il y a uniquement 3 modes de transmission, c'est tout. Donc, mis à part ça, la personne ne risque absolument rien. Et puis aussi, il faut expliquer aussi que sous traitement, on est quasiment non contagieux. Voilà. Transmettre la maladie, effectivement. Professeur, je pense que vous vouliez parler également de stigmatisation, mais notamment dans le milieu médical. Oui, absolument. Alors, l'accès aux soins est très difficile pour ces personnes. Les préjugés
sujets pour le VIH, je disais tout à l'heure, ont la peau dure, et la stigmatisation et la discrimination sont inacceptables dans le milieu de soins. Et nous avons des patients qui se voient refuser des soins. Il va chez le dentiste pas plus tard qu'il y a 10 jours. Un patient est venu me voir désespéré parce que il n'a trouvé aucun dentiste. Je ne généralise toujours pas, mais voilà, je vous raconte les périples. Un cas concret. Oui, et qui s'est vu donc refuser les soins alors qu'il avait une rage de dents et donc il était obligé de cacher sa maladie. C'est ça. Les médecins et les soignants, pas tous, oublient une chose, oublient que ces malades, avant d'arriver à être diagnostiqués, avant d'arriver en consultation de maladies infectieuses, ils sont passés par Ils étaient dans la nature. Dans la nature, non, ils étaient dans les systèmes de soins. Parce que lorsque je parlais tout à l'heure justement de la phase secondaire, une diarrhée qui persiste, il va aller voir le gastro-entérologue qui va lui faire une coloscopie, une rectoscopie, il ne va pas demander une sérologie. Il va avoir un amaigrissement, il va être exploré pour il va faire une ponction de moelle et ils ne vont pas lui demander une sérologie. Donc ce sont des malades qui sont passés chez les soignants sans savoir. Donc les soignants, tous les soignants et les médecins généralistes aussi, et je m'adresse surtout aux gynécologues, aux chirurgiens, c'est avec cela qu'on a des problèmes. Les chirurgiens dentistes, pas tous, heureusement qu'il y a des confrères qui sont disponibles. Pour expliquer que les malades qu'on leur envoie sont des malades, vous le disiez tout à l'heure, qui sont correctement traités et dont la charge virale est indétectable. Donc, ils ne transmettent pas le virus. Donc, au contraire, on peut travailler avec ces malades sans aucun souci. Je crois que le problème, c'est ce qu'on appelle, il y a un phénomène, c'est la sérophobie. Les gens ont peur de cette maladie, alors qu'il faut peut-être c'est une forme de discrimination aussi. Oui, informer de manière répétée et surtout informer des avancées considérables qu'on a constatées au cours de ces années. Tout de même, on a aujourd'hui des outils qui sont très efficaces, Absolument. donc c'est pour ça qu'il faut il faut dire aussi que ce type de comportement a juste l'effet contraire, parce que ces gens-là finissent par ne plus se déclarer comme étant des personnes vivant avec le VIH. Absolument. Et c'est ce qui est encore plus dangereux. Et je vous prie de me croire, nous leur apprenons. Oui, si vous devez faire des soins, vous annoncez toujours et vous demandez à passer en dernière position. Oui. Et je vous prie de me croire qu'ils nous écoutent. Justement, j'allais dans le même sens que le professeur Achour. Ils nous écoutent et ils déclarent toujours leur infection. Ils font ce qu'on leur dit, mais malheureusement, ils se voient refuser. Ça ne marche pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas échéant quand on nous refuse l'accès aux soins? Est-ce qu'il y a par exemple une possibilité d'avoir recours à la justice? Bien sûr, bien sûr, par rapport aux personnes vivantes avec VIH, il y a des lois, qui existent, qui sont là pour les protéger en cas de discrimination, de stigmatisation. Même divulguer le statut sérologique de quelqu'un, parce que c'est quelque chose de personnel. Il n'est pas obligé de divulguer son statut sérologique. Donc si jamais une autre personne le divulgue, c'est passable de 6 mois de prison, par exemple. Oui, d'accord. Professeur Bouzroub, alors on est passé rapidement sur les traitements. Quels sont aujourd'hui les traitements disponibles pour le VIH-Sida? Alors, le traitement disponible, ce sont donc des traitements, donc des molécules qui ciblent donc une ou plusieurs étapes de multiplication du virus. Et en Algérie, donc, nous suivons le protocole de trithérapie. Nous avons des inhibiteurs. C'est-à-dire que les traitements sont gratuits en Algérie? Oui, tout à fait, qui sont disponibles. Et donc, nous avons 3 grandes classes de molécules antirétrovirales que les prescripteurs, donc que les infectiologues prescrivent. Et voilà. L'avantage de ces traitements? Ces traitements, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des traitements donc virustatiques et non pas virucides, c'est-à-dire qu'ils sont là pour arrêter la multiplication, donc pour baisser le plus bas possible la charge de ce virus, parce que le virus s'intègre dans la cellule humaine, donc où le traitement donc ne peut pas donc toucher donc ces virus. Et donc l'objectif de ce traitement, c'est de faire baisser cette charge virale, la rendre indétectable, comme ça la personne donc
va vivre normalement. Voilà. Oui. Les objectifs du traitement, professeur Rachol, on en a parlé pendant toute l'émission, mais les rappeler peut-être. Alors d'abord, on a dit le fait de ne pas devenir contagieux, donner une espérance de vie presque normale pour les patients, c'est ça? Oui, ils vont permettre également d'améliorer leur mode de vie, ça c'est important, de diminuer de la morbidité, de la mortalité, puisqu'on travaille, ça fait partie de nos grands 5 axes dans la thérapeutique, réduire de la mortalité, vous avez vu le cas. Et maintenant, il faut travailler. Nous, on est parti avec le dernier programme national en 2019 d'avoir moins de 200 décès. C'est bien ça, professeur Bouzroub. Et j'espère qu'on restera dans les mois. On a moins de... Surtout les effets secondaires à ce traitement, parce que quand même on le prend à vie, ça il faut le rappeler. C'est un traitement qu'on prend à vie, sans interruption. Est-ce qu'il y a des effets secondaires où il peut y avoir des troubles digestifs, il peut y avoir des anémies, il peut y avoir des troubles hématologiques, plus exactement, ça peut entraîner des thrombopénies, ça peut entraîner à la longue des troubles métaboliques, ça peut générer des troubles cardiovasculaires, une HTA, on peut avoir un diabète, on peut avoir une hyperlipidémie. Mais nous, en tant que prescripteurs, quand on suit nos malades, on fait un bilan et sur ça, on peut voir, donc on joue dans les molécules, on procède à des modifications et ça améliore. Mais qui dit traitement au long cours dit également surveillance de tout ce qui peut être généré par les thérapeutiques et par la maladie en elle-même. Parce qu'on peut se retrouver, quand il arrive à la phase de sida, avec des infections lourdes qui vont nous demander d'y avoir plusieurs molécules thérapeutiques. Ce qu'il faut peut-être rappeler, qu'on ne meurt pas du VIH, on meurt des infections opportunistes qui vont venir se greffer. Qui vont venir aggraver l'état d'immunodépression du malade. Absolument. C'est comme ça qu'on les perd. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, elle a dit, ils arrivent à des stades tardifs. Oui. Donc diagnostiqué tardivement, malheureusement, oui. Alors, professeur Bouzroub, ça fait des années qu'on parle d'avancées en termes de recherche pour un vaccin, justement, puisqu'on parle de traitement, de vaccin pour le VIH-Sida, mais finalement, on ne le voit pas arriver, ce vaccin. Écoutez, c'est vrai que ça fait maintenant 4 décennies depuis que le VIH a été découvert, 40 ans maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas vu encore de vaccin, mais sachez que pendant toutes ces années, la recherche n'a jamais cessé, qu'elle poursuit toujours vers de nouvelles pistes, de nouvelles stratégies pour un nouveau vaccin contre le VIH. Un peu partout, il y a l'essai Thaïlande qui est en phase terminale, il y a plusieurs essais de vaccins basés sur de nouvelles technologies d'anticorps monoclonaux. Donc pour vous dire que la recherche ne cesse d'avancer, mais pourquoi on n'a toujours pas ce vaccin? Comme je l'ai dit, c'est un virus qui est hyper variable. Et donc, c'est très difficile d'éliminer ce virus. L'hypervariabilité de ce virus fait que nous n'avons pas un vaccin qui va tuer donc ce virus. Contrairement au vaccin Covid, on va me dire pourquoi justement ça a été rapide. C'est ça, c'est pour ça qu'on pose la question. Oui. A été produit en moins d'1 an. Et c'est pas les mêmes vaccins. Parce que le vaccin de la Covid-19, c'est pas une question de financement aussi. Non, pas du tout. Parce que les objectifs sont différents. Des plus grandes boîtes mondiales. Les vaccins dirigés contre la Covid, c'est des vaccins qui empêchent d'aller, c'est-à-dire qui vous protègent contre les complications, contre l'évolution des maladies compliquées. Or, les chercheurs pour le vaccin du VIH, c'est des chercheurs qui essayent de trouver un vaccin qui vous protège contre l'infection. Donc c'est différent. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Oui. Voilà. En espérant qu'il va voir le jour rapidement pour sauver des vies. On termine avec vous, Madame Mahidine, justement, sur la prise en charge psychologique de ces malades. Est-ce qu'on peut, si une personne découvre qu'elle a le VIH-Sida, est-ce qu'on peut bénéficier, par exemple, de groupes de parole ou d'un accompagnement psychologique grâce à votre association? Bien sûr. On est là justement pour les accompagner du moment qu'une personne est VIH positif. Donc nous, notre rôle, c'est de l'accompagner en l'occurrence sur Alger, vers le CDR de Qatar. Donc pour qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale et psychologique et juridique dans d'autres cas. Pour les groupes de parole? Pour les groupes de parole, on le fait au niveau de l'association, mais ça reste en groupe très restreint, parce que si la personne a envie d'en parler, généralement elle a envie d'en parler avec une autre personne dans la même situation qu'elle. C'est ça, parce que c'est pour ne pas se sentir seule. Exactement. Donc là, on leur explique que ça peut arriver à n'importe qui. Oui. Donc, on termine avec ça. Ça peut arriver à n'importe qui. Merci beaucoup. Nos consultations, Madame Charlie, c'est quelque chose qui se passe dans nos consultations, dans les salles. Les groupes de parole. Voilà. Les groupes de parole entre eux, et vous verrez souvent
quelqu'un rentrer s'asseoir, l'un de nous s'asseoir et faire la causette avec les malades et discuter. Et elle nous rapporte quelque chose, tiens, on ne savait pas. Et on dit, donc voilà, nous, on essaye de donner des petites leçons, des petits trucs à faire. Ça arrive. Absolument, c'est de l'éducation, Oui, thérapeutique. il faut la faire à tous les niveaux, madame. Merci beaucoup, mesdames. Ça a été une Merci émission exclusivement féminine. Merci beaucoup pour cet effort de sensibilisation. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir.